L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche sur Radio Sensation. Pour ce 170e numéro, nous recevons Pierre Luce, le référent de La République En Marche dans les Yvelines. L'hebdo politique. Pierre Luce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en informatique, vous êtes aussi depuis un an le référent, je le disais, dans les Yvelines de La République En Marche depuis janvier 2019 précisément. Vous étiez aussi le candidat de votre parti pour la législative partielle de la 11e circonscription qui recouvre une bonne partie de Saint-Quentin en Yvelines. Et vous n'avez malheureusement pour vous pas passé le premier tour avec 15,4% des voix. C'est une déception puisque cette circonscription était celle de La République En Marche depuis la victoire de Nadia Hay en 2017 face à Jean-Michel Forgousse, candidat de la droite à l'époque, et Benoît Hamon, candidat de la gauche. Avec le recul, comment vous expliquez cet échec assez important tout de même pour vous et pour votre parti? Comment vous l'expliquez? Alors, force est de constater qu'on n'a pas convaincu les électeurs qui sont venus voter. On a aussi échoué à mobiliser les électeurs et notamment les gens qui, traditionnellement, depuis 2017, nous ont fait confiance, que ce soit aux législatives ou aux élections européennes. Oui, il y a eu 20% de votants seulement. Est-ce que c'est pas la faute du parti majoritaire d'un point de vue national, ça, qui a du mal peut-être à donner foi à son programme et puis à l'envie de s'investir dans la vie démocratique nationale et locale? Je pense que la participation est sur une pente descendante depuis longtemps. Effectivement, là ça descend quand même gravement, excusez-moi. Ça descend gravement, effectivement, mais sur une élection partielle, la participation est toujours extrêmement faible et cette année, sur cette élection-là en particulier, elle l'a été vraiment particulièrement. Je pense qu'il faut pas se mettre de masque, il faut regarder toutes les causes possibles. Je pense d'une manière générale, aucun parti n'a réussi à convaincre et à mobiliser. On voit M. Benassaïa fait 2 fois moins de voix que M. Forgousse en 2017. Donc même l'ensemble des bases électorales ne se sont pas mobilisées. Et moi, c'est ce que j'appelais dès le soir du premier tour. L'ensemble des forces politiques doivent s'interroger sur le fond qu'elles proposent et aussi sur la forme de leur action politique. Il y a clairement un problème où les acteurs politiques ne parlent plus aux électeurs. Peut-être à part les Verts qui ont le vent en poupe, même si pour cette élection c'était compliqué. On va passer sur cette élection. On a aussi évoqué parfois le manque d'ancrage personnel des candidats. Qu'en est-il pour vous? On ne vous connaît pas forcément localement. Votre engagement à La République En Marche est votre seul engagement politique. Pourquoi vous êtes-vous engagé au sein de La République En Marche en 2016? Alors, je me suis engagé en 2016 parce que, en fait, j'étais spectateur de la vie politique depuis longtemps. Et il y avait énormément de choses qui ne m'allaient pas, beaucoup de questions que je me posais, beaucoup de problématiques qui n'étaient jamais adressées par les acteurs politiques. Et la forme de l'action, que ce soit à gauche comme à droite, pour moi, n'était pas satisfaisante. Il y avait beaucoup trop de politiques politiciennes et peut-être pas assez de choses concrètes. Et la promesse de La République En Marche, d'En Marche, et puis de la REM plus tard, m'a convaincu de m'engager et de franchir le pas au début comme militant et plus tard ensuite comme référent. Vous avez toujours foi en cette promesse qui date de 2016? Alors j'ai toujours foi en cette promesse, c'est évident. La question, est-ce qu'on a rempli cette promesse initiale? Je pense que je peux répondre sans problème. Aujourd'hui, non, on n'a pas encore rempli cette promesse initiale qui était de ramener les gens à la politique, qui était de renouveler le paysage politique. On l'a fait en grande partie en 2017. On continue à le faire. De casser les codes aussi, de casser cette confrontation droite-gauche? Bien sûr, on est toujours... je crois toujours en la fin de ce clivage gauche-droite, qui fait la résistance, c'est évident, puisque moi je le vois à chaque fois, à chaque campagne, à chaque fois, la gauche nous reproche d'être trop de droite, la droite nous reproche d'être trop de gauche. Ça prouve qu'ils n'ont pas compris notre action. Maintenant, on doit arriver à le concrétiser, à le formaliser sous forme d'une plateforme programmatique, de quelque chose qu'on arrivera peut-être plus facilement à défendre que jusqu'à maintenant. On va parler de cette promesse de La République en Marche qui est dénoncée par certains qui viennent de quitter le parti, notamment Aurore Berger, députée des Yvelines. Mais une question encore sur vous, c'était votre première
campagne en qualité de candidat. Est-ce que ça vous décourage pour la suite, ou alors est-ce que vous pouvez d'ores et déjà dire que vous serez candidat à d'autres élections en tant que référent ? Vous avez forcément une stature morale assez importante localement. Est-ce que ça vous donne envie de vous réengager pour peut-être les départementales ou régionales qui seront aussi un sujet de cette émission ? Alors, ce qui est certain, c'est que ça ne me décourage pas. Une défaite, c'est la première étape vers la victoire. Vous ne le prenez pas suivra. personnellement ? Pas du tout. Et évidemment, si, je le prends personnellement, dans le sens où c'est moi qui ai été défait. Mais ça ne me décourage pas au sens où j'apprends. Et j'apprends à chaque fois, et quand on perd, on apprend beaucoup plus. Et donc, non, ça ne me décourage pas. Plus généralement, les 20 et 27 septembre, il y avait 6 élections partielles. Dans aucune de ces élections, votre parti n'est passé au second tour. On le sait, c'est des élections toujours très, très compliquées pour les partis au pouvoir. Mais là, la déconvenue est tout de même très importante. Si on prend les chiffres, dans le Haut-Rhin, par exemple, vous passez de 26% des voix à 3% des voix. Et ça, peu importe le nombre de voix, mais en termes de représentativité, vous passez de 26 à 3, dans le Val-de-Marne de 29 à 10. Est-ce que c'est une vraie alarme qui vient de s'enclencher pour le parti, et puis plus généralement tout de même pour le président de la République Emmanuel Macron ? Alors, pour modérer ce que vous dites, le candidat dans le Haut-Rhin n'avait pas le soutien officiel de la République En Marche. D'accord, merci de le préciser. Je le précise, et dans l'ensemble des autres circonscriptions que l'on aime, nous n'étions pas le parti sortant. C'est vrai, donc, mais ça n'empêche que le nombre de voix, enfin la représentation en termes de voix baisse de beaucoup tout de même. Pour expliquer ça, il y a plusieurs choses. Déjà, moi je ne suis pas de ceux qui va systématiquement accuser les autres facteurs. Je pense qu'il faut avant tout qu'on regarde ce qu'on a proposé, et le fond, et la forme, et le candidat, et la campagne qui ont été faits. Et je suis le premier à faire cette introspection vis-à-vis de ma campagne. Ensuite, il ne faut pas non plus se cacher, quand on regarde les chiffres, notamment de la participation, clairement, les réseaux locaux, on parlait d'ancrage territorial tout à l'heure, les candidats qui avaient le plus d'ancrage ont clairement surperformé, puisqu'ils ont un réseau d'associations, de proches, d'élus, de personnes qu'ils peuvent mobiliser beaucoup plus facilement. On sent qu'il n'y a pas dans vos propos, pas de remise sur le fond du parti que vous représentez. C'est pour des raisons autres, externes, non, justement, j'ai commencé par dire qu'il fallait absolument faire cette introspection, qu'il fallait absolument regarder est-ce qu'on a réussi à convaincre avec notre projet. Et je pense que non, on n'a pas réussi à convaincre, c'est un fait, sinon je n'en serais pas là. Depuis cette défaite des membres, on en parlait, qui ont participé à la fondation du parti, l'ont quitté, les fameux premiers marcheurs dont on parlait avant cette émission, dont vous n'aimez pas l'expression. Il y a Pierre Persson, Sacha Houillet, députés tous les deux. Ils ont quitté le parti. Le premier, je cite, dans Le Monde dit « Au parti, rien n'a changé. Est-il en mesure d'affronter cette nouvelle étape du quinquennat ? Pas en l'état actuel. Il ne permet ni de faire vivre nos différentes sensibilités, ni de mener le rassemblement, ni de produire des idées neuves. Cela doit le redevenir. » Ce sont tout de même des propos assez lourds qui engagent votre parti. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue, et qu'est-ce que vous disent aussi les marcheurs de la première heure dans les Yvelines ? Est-ce que aussi eux partagent localement ce point de vue d'un parti qui est à l'arrêt, entre guillemets ? Alors, ils n'ont pas quitté le parti, ils ont quitté le bureau exécutif. Le bureau exécutif, ils sont toujours membres du parti. Ils sont toujours membres de la République En Marche. La carte, comme on dit, ils sont toujours encartés. Et surtout, ils partagent toujours les valeurs du mouvement, et ça, c'est important. Le signal qu'ils envoient à travers leur action, leur démission, c'est un signal qu'il faut prendre en compte. Sans que je partage la publicité qui a été donnée à tout ça, et le côté un peu théâtral peut-être de ces démissions, ce qui est important, c'est la raison, le signal. C'est important quand vous avez des membres qui font partie des membres initiaux, presque fondateurs du mouvement, qui lancent ce signal. On ne peut pas être sourd. Il faut absolument l'écouter. Et on parlait de promesses de 2016. Je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux. Effectivement, il faut peut-être se remettre les valeurs qu'on défendait à l'époque en tête. C'était lesquelles précisément, si on... Le renouvellement de la vie politique, la fin du clivage gauche-droite. Enfin, le renouvellement, si on le fait à chaque fois, ça risque d'être compliqué. Non, mais les renouvellements, j'entends le renouvellement des pratiques, pas forcément des têtes. C'est-à-dire qu'on s'habitue, une fois qu'on est à l'Assemblée depuis 3 ans, à finalement à des postures politiques qui copient celles d'avant. Effectivement, je pense que c'est une tendance qu'on peut avoir assez facilement, parce que les raisons
raisons qui poussaient auparavant l'ancien monde à prendre ses postures et à avoir ses pratiques, ces raisons ne changent pas. Et donc c'est un effort permanent qu'il faut faire, que l'on soit élu ou représentant dans le département du parti comme je le suis, pour lutter contre cette tendance naturelle à créer des postures, à défendre son petit lopin de terre. Et c'est un effort permanent qu'il faut faire. Et je pense qu'on a pu, à travers les luttes électorales qu'on a menées depuis 2017, à travers notre lutte quotidienne pour exister sur le territoire, on a pu oublier parfois des fondamentaux auxquels il faut revenir. C'est ce que vous dites justement les marcheurs. C'est ce que nous disent critiques. les marcheurs, c'est ce que je me dis aussi de par ma propre expérience de la campagne qui m'a fait aussi revenir sur le terrain et discuter avec la population et voir quelles étaient leurs attentes. Parmi les partis et les personnes qui ont quitté le bureau exécutif, il y a aussi Aurore Berger, bien connue du territoire, ancienne porte-parole du mouvement, députée de la 10e circonscription des Yvelines. Est-ce que vous avez pu échanger avec elle sur le sujet ? Oui. Et moi, j'apprécie la franchise avec laquelle Aurore a resté cohérente avec les valeurs qu'elle défend, et elle a estimé être en difficulté pour être la porte-parole d'un mouvement dont elle ne partage pas la stratégie, et en toute cohérence, elle a quitté ses fonctions. Je pense c'est un problème de stratégie, pas de valeur. C'est un problème de stratégie et pas de valeur, elle a été assez claire là-dessus. Oui. Sur les promesses dont vous parliez du début du mouvement, est-ce que vous pensez qu'elles sont encore valables dans cette France d'aujourd'hui ? Il y a eu les Gilets jaunes, un long épisode qui a marqué évidemment la France, et pas que d'ailleurs. Et puis le Covid-19, est-ce que ces promesses-là, il ne faut pas qu'elles s'adaptent aussi ? C'est pas le problème du parti à être figé dans des promesses qui ont 3-4 ans, mais en 3-4 ans, les choses ont tellement évolué qu'il faut aussi évoluer d'un point de vue idéologique. Vous savez, je pense que parmi ces promesses initiales de remettre le citoyen au cœur de la décision politique, je pense que ces promesses, non, elles ne doivent pas bouger, elles sont au contraire plus que nécessaires. L'épisode des Gilets jaunes a probablement été un constat de à la fois à quel point notre promesse était juste et à la fois à quel point on était passé un peu à côté. Et donc au contraire, peut-être la méthode avec laquelle on veut essayer de remplir cette promesse doit changer, mais la promesse en elle-même, non, je pense qu'elle est toujours aussi d'actualité. Combien de personnes sont adhérentes à la République En Marche dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, on a à peu près 13 000 adhérents. 13 000 adhérents, est-ce que c'est un chiffre qui est en baisse depuis 2016-2017 et dans quelle mesure ? Ou peut-être en hausse, mais ce qui serait plutôt étonnant, mais voilà. Alors, il est évidemment en hausse depuis le début du mouvement. Il est relativement stable depuis un an et demi que je surveille avec attention. Récemment, il y a eu les élections municipales. Le bilan mitigé pour la République En Marche dans les Yvelines. Vous avez 7 maires qui sont vraiment étiquetés la République En Marche, parce qu'il y avait des candidats investis, puis des candidats soutenus par votre parti. Parmi les candidats investis, vous avez 7 élus sur 259 communes. Ça fait peu finalement, mais c'est déjà pas mal pour débuter. Comment vous analysez ça ? Moi, je le vois pas comme un échec en tout cas. Clairement, on avait à peu près 45 candidats investis ou soutenus. Beaucoup ont gagné dans les candidats qu'on a pu investir officiellement. Effectivement, on a eu 7 maires, on a eu des élus, beaucoup, partout. Vous savez, notre objectif n'était pas nécessairement de prendre des mairies partout dans le département. On avait beaucoup de listes déjà qui étaient assez hétérogènes, avec des marcheurs, des non-marcheurs, des gens, des alliances locales qui s'étaient formées, qui s'étaient construites. On a eu des belles victoires dont on est assez content, des maires qui sont des belles personnes, qui sont fidèles à nos valeurs. Vous pensez à qui précisément ? À l'ensemble des maires qu'on a fait élire en fait. On est très heureux de... Alors je n'ai plus la liste là précisément, mais vous devez peut-être la connaître. Il y a Julien Chambon à Houille, Bruno Corradetti au Vésinet, il y a Christophe Bio au Ménil-Saint-Denis. On a évidemment Fabien Aufrechter qui est en plus membre des JAM et qui a été élu à Verneuil-sur-Seine. On a Franck Fontaine qu'on a soutenu à Mézières-sur-Seine. Donc moi je suis assez satisfait d'avoir pu, en tant que parti extrêmement jeune, faire élire des nouveaux élus, des nouveaux arrivants dans la vie politique et qui tiennent aussi bien leur rôle en plus depuis leur élection. Pas d'ancrage en revanche sur Saint-Quentin-en-Yvelines, le bassin historique de Radio Sensation, il n'y a pas d'ancrage, ça a du mal à prendre visiblement dans le sud d'Yvelines aussi. Comment vous expliquez ces tendances ? Alors on a quand même soutenu Jean-Baptiste Amonique à Villepreux qui a été élu dans un contexte politique qui est un peu compliqué. un élu modem, oui.
On a ensuite eu des élus dans certaines villes. Effectivement, sur 50 ans en Yvelines, c'est pas là où on a le mieux performé. C'est pas là où on a soutenu le plus de candidats non plus. Hein. On a effectivement un sujet sur Saint-Quentin, comme dans d'autres territoires, de construction de notre mouvement politique qui doit encore s'étendre. Puisqu'on parlait du parti et de ses difficultés actuelles, est-ce que vous ne pensez pas non plus, et ça a été peut-être mis en avant par ces élections municipales où il y a une nécessité d'ancrage et de temps nécessaire pour se faire connaître, un problème, je ne sais pas si le mot est bon, mais d'arrogance parfois d'un parti qui arrive vite, fort et puissamment à l'Assemblée nationale aussi, 313 députés, c'était en septembre 2017, aujourd'hui 277 en septembre 2020, donc vous avez perdu 40 députés depuis 3 ans. Est-ce qu'il n'y a pas cette sûreté très, très importante de votre part qui s'est fracassée sur la réalité du terrain et les municipales où c'est plutôt le temps long qui joue que le temps court? Alors, je ne sais pas, il y a probablement une forme d'arrogance d'une façon ou d'une autre quand on a voulu renverser la table avec la force avec laquelle nos convictions nous poussaient en 2017. Après, il y a aussi l'arrogance qu'on nous prête en attendant de nous que on ait des dizaines d'élus, de dizaines de maires aux élections municipales. Ce n'était pas notre objectif. On n'est pas arrivé début 2019 ou début 2020 en disant aux élections municipales, on va tout gagner. Non, on n'a pas dit ça. On a dit on veut avoir un certain nombre d'élus, qui est un objectif honnête qu'on pouvait atteindre, qu'on a atteint. Et donc, oui, initialement, il y a pu y avoir une certaine certitude, et des certitudes qui ont été ébranlées, forcément, toujours. Mais on a toujours eu, sur ces municipales en tout cas, un objectif fixé qui n'était pas celui qu'on nous a prêté parfois. On nous a souvent parlé de l'échec de la République en marche au municipal. Pour moi, c'était pas un échec dans le sens où on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et pour les municipales et les départementales, du coup, vous allez y aller aussi de façon très, très prudente. Si on prend les départementales qui vont se tenir en mars 2021, en même temps que les élections régionales, il y a 21 cantons, 42 élus qui sont tous à droite. Aujourd'hui, c'est une particularité assez étonnante des Yvelines. Quelles sont vos ambitions à La République en marche pour le département des Yvelines ? Notre ambition, c'est évidemment de mettre fin à cette unanimité. Pour nous, c'est difficilement concevable dans une collectivité locale d'avoir un ensemble des élus qui vont dans la même direction, et c'est pour nous, d'un point de vue démocratique, ça nous embête un peu. Alors, on va avoir des ambitions modestes qui vont être de peser dans cette décision au niveau départemental, en ayant plusieurs élus et en présentant des candidats dans un maximum de cantons. Ah, vous n'êtes pas sûr d'avoir des candidats, des binômes, puisque c'est en binôme un homme, une femme à chaque fois, ou plutôt une femme, un homme à chaque fois. Vous n'êtes pas sûr d'avoir 21 binômes sur l'ensemble des cantons? Alors, des Yvelines? La question, c'est pas est-ce qu'on est sûr de les avoir ou pas, c'est est-ce qu'il sera pertinent à chaque fois, dans chaque canton, de présenter un binôme uniquement en République en marche. On a, vous savez, en cours de construction au niveau national, cette maison commune avec nos alliés. Il est évident qu'on travaillera de concert avec nos alliés pour travailler sur ces départements. Quand vous dites pertinence, c'est ce qu'il faut le comprendre en termes de stratégie politique, peut-être laisser des cantons à la droite qui vont peut-être eux-mêmes vous laisser d'autres cantons? Non, je sais pas ça. Je suis pas sur la politique politicienne comme ça, je suis plutôt... On sait que ça marche aussi comme ça, il faut pas se leurrer. Je vais pas vous mentir, mais c'est pas la première réflexion qu'on se fait, sinon on n'y va pas du tout. La première réflexion qu'on se fait, c'est sur quel canton on a un homme et une femme qui peuvent représenter le mouvement ou ses alliés et sont en mesure de gagner ou de ne pas gagner. Et une fois qu'on a ça, après, effectivement, on peut se poser la question est-ce que c'est une bonne idée on va dire, de se présenter contre un autre binôme qui peut-être potentiellement peut partager les mêmes valeurs que nous et le même projet si on se met d'accord, au risque de faire gagner un troisième candidat qui serait pas le nôtre. Et vous, Pierre-Luc, est-ce que vous avez envie d'être candidat aux élections départementales Écoutez, moi, en mars prochain, pour l'instant? Pour l'instant, non, c'est pas trop le sujet. Je sors d'une campagne électorale. Je ne vais pas me relancer tout de suite dans une autre course. Ça arrive vite tout de même. Vous travaillez sur le sujet, sur le programme, notamment départemental. Est-ce que vous avez des comités, des réunions qui sont organisées sur le sujet? On a au sein de la République en marche un conseil territorial qui se réunit pour la première fois et qui va justement, entre autres, travailler sur ce sujet-là. Et même si le programme n'est pas établi, est-ce que vous pouvez nous dire, Pierre-Luc, que s'il y a un conseiller départemental demain de La République en marche, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Yvelinois? Alors, pour rappeler
les compétences du département, c'est principalement de l'ordre du social. Il y a aussi les collèges, les voiries départementales notamment. Qu'est-ce que vous pourriez porter comme idée neuve en lien avec ces promesses dont on évoquait de 2016 ? Mais je pense que la plus importante, c'est probablement pour les Yvelinois, ça changera, on les consultera peut-être plus souvent. Beaucoup de choses ont été faites dans le département sans consultation de la population. Je pense au rapprochement avec le 92. Je pense. Vous y êtes favorable d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, au rapprochement avec les. À titre personnel, pas dans les conditions actuelles et de la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire, vous pensez les conditions dont ça a été fait, vous. On manque de garantie, de clarté, déjà de transparence dans la procédure. Je veux dire, ça arrivait un peu comme une fleur après les élections, sans que ça ait été jamais mentionné à aucun moment. Et pour moi, la consultation de la population est indispensable et il faut prendre en considération notamment les conséquences pour la partie plus rurale du département qui va se retrouver d'autant plus éloignée des centres de décision. Alors Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, aime dire que ce n'est pas du tout en vue d'une bétonisation qu'il y aurait ce rapprochement, mais c'est pour faire un département très fort, des réductions aussi de coûts, puisqu'on va mettre en commun des compétences. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la justification de ce rapprochement. Et c'est bien ça. Il y a aussi la problématique du Grand Paris, je crois, Exactement. pour pas que les Yvelines soient en dehors de cette grande métropole qui est en train de se construire. Alors sur le Grand Paris, il y a deux versions. C'est pour pas qu'elle soit en dehors ou pour pas que le 92 soit dedans. Les deux sont explicables, justement. Le manque de transparence vis-à-vis de la motivation de ce sujet, de ce choix, pour moi est problématique. Ne pas pouvoir vous dire, là, franchement, la motivation de cette fusion me pose problème. D'autant plus qu'elle se fait à l'arrêt pour l'instant. Elle est à l'arrêt. Sur des services qui ont été mis en commun, mais en termes de concret, de la formation d'une seule collectivité, on n'y est pas encore. Je vous ai coupé quand vous évoquiez la fusion des deux départements, mais s'il y avait peut-être une mesure à mettre en avant, en tout cas un point qui ferait qu'avec des élus LREM, ça changerait demain au conseil départemental, ça serait lequel ou laquelle ? Je pense, moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est la partie de... Donc, outre la gouvernance, on en a parlé, quelque chose de plus transparent en termes de gouvernance. Et si je peux vous donner un exemple très concret, je pense que toute la gestion sociale, notamment du handicap, souffre de beaucoup de maux dans les Yvelines, notamment des délais extrêmement importants pour tout ce qui est la relation avec la maison des personnes handicapées. Je pense que typiquement, c'est un secteur qui mériterait un investissement important, à la fois pour moderniser son action et simplement pour qu'il dispose de plus de ressources. À l'heure actuelle, il faut attendre 6 mois, 9 mois pour avoir des réponses, ce qui peut être extrêmement long et extrêmement critique pour les familles concernées. En mars 2021, il y aura aussi les élections régionales. On ne connaît pas encore le candidat de La République En Marche en Ile-de-France. Il y a des critiques aussi sur le manque de mise en route de ces campagnes départementales et régionales dans votre parti. Quel serait le bon candidat selon vous ? Il y a des ministres qui, on voit dans la presse rien de concret, on ne sait pas si ce sont des rumeurs. Il faut un poids lourd selon vous pour aller face à Valérie Pécresse et la gauche ou... Je pense qu'il faut effectivement quelqu'un qui a du poids, qui est connu du grand public. On peut pas se permettre de construire quelqu'un de connu en si peu de temps. Il faut évidemment alors un poids lourd, un ministre. J'ai pas de... Il ne faut pas s'allier en tout cas. En Ile-de-France, il ne faudra pas s'allier avec la droite ou la gauche. Il faudra y aller avec sa voix. Il faut pas s'exclure a priori quelque chose. Vous savez, nous, on reste parmi les valeurs initiales, la promesse initiale, un certain pragmatisme. On n'a pas remplacé le clivage gauche-droite pour faire un clivage LAREM tous les autres. Si on peut trouver un projet pertinent avec quelqu'un, que ce soit nos alliés plus proches comme le MoDem ou Agir ou les radicaux, pourquoi pas. Si on doit étendre cette maison commune, il faut y réfléchir. Depuis les élections présidentielles et législatives de 2017, il y a eu les européennes, les élections municipales. Quand même, on peut le dire globalement, d'un point de vue national, tout de même des échecs pour vous. Approche les départementales et régionales avant les présidentielles. Est-ce que vous avez peur que si pour mars 2021 vous n'avez pas des scores, si ce n'est pas bon, mais au moins on va dire digne de votre parti, avec des scores assez élevés, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit déjà compromis pour 2022, pour la capacité d'Emmanuel Macron de convaincre les Français dans 2 ans ? Alors je sais que les médias se projettent tout le temps dès qu'une élection est finie sur celle d'après, mais en France, la présidentielle est quand même la seule élection, enfin en tout cas l'une des seules élections qui engage vraiment les Français et qui a du poids, forcément. Est-ce que vous ne craignez pas c'est les prochains échelons ?
Et je pense qu'on a un défi à relever, c'est celui de la participation. Si on veut pouvoir améliorer la manière dont les gens vont voter, il faut absolument qu'on travaille sur ce sujet, et ça sera indispensable de le faire déjà pour les départementales et pour les régionales, et encore plus en 2022 pour les présidentielles. La clé, elle est là, en fait. Je pense que le résultat en lui-même des départementales et des régionales ne dira pas forcément grand-chose sur le résultat des présidentielles. Par contre, il sera là encore un signal fort de l'envie des Français à se mêler au jeu démocratique. Dernière question avant de se quitter. Vous, en tout cas, vous avez encore foi en Emmanuel Macron ? Bien sûr. Vous le soutenez encore totalement ? Totalement. Merci Pierre Luce d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le référent dans les Yvelines de la République En Marche. Merci beaucoup. L'hebdo politique, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.